Bonjour tout le monde, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour la dernière de la saison d'Autrement. Évidemment, je vais remercier le Musée de la Civilisation qui nous a accueillis pour le tournage de cette portion de l'émission. Et Mélanie, c'est déjà notre dernière. Et puis aujourd'hui, dans le fond, on va parler des choses sérieuses. On va parler du coût réel de l'eau. Évidemment, on s'est aperçu avec les 8 premiers épisodes que la réduction à la source sera toujours un choix payant. C'est vraiment ça, hein? On se le cachera pas, là, c'est qu'on doit mieux connaître ce qu'on consomme, connaître ce qu'on pollue pour être capable de dire, bien, on va se donner des objectifs, puis ça va coûter combien, hein? Parce qu'on le sait pas, on connaît pas les coûts, on connaît pas les coûts de production globale. Souvent, même, il y a des villes là, qui le font maintenant, de séparer les coûts pour être capable de savoir tous les coûts de l'eau associés autant à la gestion des eaux pluviales et à la gestion des eaux usées. Il y a même Toronto qui a mis en place une entreprise vraiment spécifique sur l'eau qui va venir gérer tout ce qui est de l'eau. Il y a plusieurs exemples partout à travers le monde, aussi dans l'ouest des États-Unis ou même en Europe, où on vient comme tout mettre les dépenses puis les revenus au même endroit, ce qui facilite, dans le fond, l'investissement dans la protection à la source. On met souvent sur le dos des agriculteurs, des terrains de golf ou des plus grandes installations, dans le fond, le fait d'avoir des impacts plus grands, mais ces gens-là sont gérés. Ils sont mesurés, il y a des suivis qui sont faits sur l'utilisation qu'ils font, par exemple, des pesticides ou des engrais et autres. Mais la plus grosse entreprise au Québec sera toujours la population en général. Puis ça, il n'y a pas de réglementation. On peut toujours dire qu'on n'a pas beaucoup d'emprise sur certaines choses puis que les plus grands consommateurs, c'est les industries et les agriculteurs, mais on peut aussi faire attention à ce qu'on consomme parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait que ça demande énormément d'eau pour produire. Donc, effectivement, on est capable, comme consommateur, de réutiliser là, et arrêter d'acheter du neuf aussi. Là. Donc, il y a cet aspect-là. Fait que c'est pas vrai qu'on n'a pas le contrôle. Puis on peut pas dire non plus que les agriculteurs, on l'a vu dans une émission, que c'est eux qui consomment le plus d'eau parce que souvent, ils utilisent déjà de l'eau récupérée de la fonte de pluie ou de pluie. Donc, c'est pas... il faut arrêter de penser que c'est la faute des autres. Puis souvent, moi, quand je dis qu'il faut économiser l'eau, j'ai des remarques de citoyens qui vont me dire bien, que la ville commence par arrêter les fuites. Bien, c'est vrai là, que les villes doivent diminuer, là, puis la Ville de Québec l'a fait, puis a beaucoup amélioré, rendu à une vingtaine de pourcents de fuites, puis il continue de s'améliorer. Mais en même temps, c'est pas vrai que c'est juste à cause des fuites qu'on a des problématiques d'alimentation puis qu'il y a de trop grande consommation. Allons voir ce que nos invités avaient à nous raconter pour conclure cette saison et on se garde le mot de la fin. Donc, je suis accompagné de Mathieu Laneuville. Mathieu, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, Francis. On parle de réduction de l'eau, de réduction à la source, parce qu'on a des avantages financiers aussi. Donc, c'est quoi, là? Pourquoi on devrait collectivement, en fait, diminuer l'utilisation qu'on fait de l'eau? Comment on s'y prend? Le pourquoi, deux grandes raisons, je te dirais. Premièrement, protéger notre ressource la plus précieuse au Québec, je pense, qui est l'eau. Pas d'eau, pas de vie. Mais par contre, on a un bémol, c'est qu'on a une perception en ce moment d'abondance de l'eau. Et je pense que ça, il faut faire attention parce que c'est pas nécessairement le cas partout au Québec. On a des municipalités qui sont pas nécessairement à côté du fleuve Saint-Laurent ou à côté d'un puits privé, ou etc., où est-ce qu'on peut s'alimenter. Alors, quand même, il faut réaliser qu'on n'a pas nécessairement tout le temps en bonne quantité partout sur notre territoire. Deuxième raison, tu l'as mentionné, l'économie. Notre portefeuille aussi, c'est une ressource qu'on aime bien. Évidemment, quand on sait qu'on consomme 1,5 fois plus que l'Ontario, 2 fois plus qu'au Royaume-Uni, bien, ça a des coûts sur nos infrastructures publiques. Puis, on ne les réalise pas tout le temps, mais c'est un gros parc d'actifs qu'on a. C'est une de nos plus grandes recherches collectives, au-delà de 130 milliards d'infrastructures en eau au Québec. Wow. Si je mettais là, toutes les conduites d'aqueducs, d'égouts, de eau pluviale, bout à bout, je ferais 2,5 fois le tour de la planète. La deuxième question, oui, c'est le comment. Il y a 3 façons, je te dirais, grosso modo. Première façon, réduire les pertes d'eau dans nos réseaux de distribution d'eau potable. Alors, avant d'aller voir les citoyens et citoyennes, on va faire le ménage en cours des réseaux de distribution d'eau potable. Une ville comme Québec, on a à peu près 1800 km de réseau là, pour donner de longueur de conduite. Sur ces conduites-là, la Ville de Québec vit à peu près 900 bris et fuites par année. On entend un bris. Pour nous, un bris, c'est une perte d'eau qui va sortir à la surface, qui va créer des dommages chez les gens bien souvent. On va avoir un téléphone, on va envoyer nos gars pour réparer. Une fuite, à l'inverse, c'est encore une perte d'eau, mais elle ne sortira pas en surface. Pour ça, on a des équipes qui cherchent les fuites.
Puis quand on les trouve, on les répare. Des bris et des fuites, on en trouve à peu près, on en répare environ 900 par année à la Ville de Québec. Ça se fait une moyenne d'à peu près 3 par jour. On fait la recherche de fuite à Québec depuis 2006. On a 2 cols bleus à temps plein là-dessus toute l'année avec un technicien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fuites, quand on dit on cherche les fuites, on a des amplificateurs de son, les cols bleus écoutent les bornes d'incendie, puis ils vont entendre le bruit que fait la fuite. Ils vont commencer de bornes d'incendie, ils font tout le tour des bornes d'incendie, puis ils vont entendre ce que nous, on appelle ça des indices de fuite. Puis quand on sait qu'on a un indice de fuite entre 2 bornes d'incendie, on revient avec de l'équipement un peu plus sophistiqué où on fait la corrélation, c'est des corrélateurs. La corrélation pour identifier la fuite et où environ entre les 2 bornes d'incendie. Puis après ça, on va écouter au sol avec comme des gros stéthoscopes, un peu comme les médecins, puis on va l'entendre. On va aller creuser après ça pour réparer. C'est tout un processus. Puis je voudrais que dans une année, l'équipe de recherche de fuite écoute 2 fois l'ensemble des bornes d'incendie. Ça veut dire que ça fait 30 000 bornes d'incendie écoutées par année à la Ville de Québec. C'est quand même un très bon travail, moi, je trouve, là, de cette équipe-là. Donc, Mathieu, on voit que les municipalités, en fait, en surveillant leur réseau pour diminuer les pertes, on a une première façon. Tout à fait. T'en as 2 autres, tu sais? Deuxième façon, c'est le secteur non résidentiel. Alors, de plus en plus au Québec, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'installation de compteurs d'eau. Puis, il risque d'avoir aussi une tarification volumétrique, utilisateur-payeur, qui va rentrer dans le secteur non résidentiel, justement pour amener nos industries aussi à prendre conscience qu'il y a un coût aussi quand on consomme de l'eau. Puis, par exemple, le magasin de chaussures, il en consomme pas beaucoup, alors il y a un petit bill. Puis celui qui en consomme beaucoup, par exemple Molson, bien évidemment consomme beaucoup d'eau. Alors le principe d'utilisateur-payeur qui rentrerait. Juste pour vous donner une idée, à Montréal, 1 commerce sur 3 utilise l'eau potable pour les systèmes de refroidissement et climatisation. Puis ça, là, c'est à peu près 10 de l'eau distribuée à Montréal qui va juste pour refroidir. Quand on sait qu'il y a des systèmes à l'air, etc., qui existent, je pense que cette solution-là va permettre de diminuer dans le secteur non résidentiel. Puis la troisième alternative s'adresserait-elle aux citoyens? Tu as bien vu. Puis il y a des solutions qui existent. On parle de la sensibilisation. Je pense que des activités comme qu'on fait aujourd'hui, c'est super. Faut que les gens réalisent, parce que je pense pas qu'on fait par exprès pour gaspiller l'eau. C'est juste que des fois, on n'est pas au courant de c'est quoi les enjeux puis c'est quoi les solutions. Ben oui. Parmi les solutions, une rapidement qu'on peut penser, c'est l'arrosage. Quand on passe le fameux arrosage là, comme ça en été, là, à 3 heures de l'après-midi, 60 de l'eau part en évaporation. Maintenant, les réglementations municipales disent on va le faire la nuit, il y a de l'arrosage goutte à goutte qui existe au sol. C'est des solutions qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettent d'arriver au même résultat. On pense aussi à la toilette. Là. Souvent, on va dans un restaurant ou on rentre dans une maison, puis la toilette, elle coule. Mais ça, souvent, là, ça a l'air niaiseux, mais ça double la consommation d'eau d'une maison. Maintenant qu'on a des installations à changer, toilettes, douches et autres, on peut peut-être se diriger vers les modèles qui sont un peu plus économiques, puis ils sont identifiés en tant que tels. Tout à fait. Qu'est-ce qui est intéressant, on travaille le concert avec la Régie du bâtiment du Québec pour justement dire, avant, on avait des toilettes là, au-dessus de 20 litres par chasse. Maintenant, on a des toilettes à 3 litres par chasse. Évidemment, on veut s'assurer d'une chose, c'est qu'il y a une bonne performance. Parce que si finalement, on tire la chasse 3 fois, on n'a pas plus d'économie. Fait que, on connaît souvent Energy-Star dans le domaine de l'énergie. On connaît peut-être moins WaterSense au niveau de l'économie d'eau. Fait que WaterSense, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on en a pour les toilettes, les pommeaux de douche, les aérateurs de robinet. Ça s'assure que c'est efficace au niveau de l'eau, mais aussi qu'on a une bonne performance aussi de l'appareil. Selon vous, si le citoyen connaissait les envers du décor et le coût réel de l'eau, ce serait quoi sa réaction? Il serait bien étonné. Il serait bien étonné parce que c'est jamais une question qui m'a été posée en 13 ans à la mairie. Le coût de l'eau, les gens m'ont parlé de 1000 affaires avant ça. Mais ça existe. Le litre d'eau potable, il est chiffré. Grosso modo, le service d'eau, c'est la même affaire à peu près qu'un bill d'électricité ou un bill de téléphone. Mais on n'en est pas conscient parce qu'on le paie via nos taxes foncières. On le paie via les impôts provinciaux, les impôts fédéraux. Ce qui fait qu'on n'a pas un signal de prix qui est clair
Alors ça aussi, c'est un autre enjeu là, qu'on essaie de divulguer aux citoyens et citoyennes, c'est que oui, il y a un coût qui est relié à ça. C'est à peu près 3 $ du mètre cube. Puis pour te donner une idée, dans une journée, tu consommes peut-être 0,25 mètres cubes. C'est pas tant un gros coût, mais c'est quand même là. Puis quand on le met sur l'échelle du Québec, c'est 5 milliards par année. Si on n'a plus de capacité, on va pouvoir construire une autre usine. Ça coûte cher. Et un jour, on le fera, on leur donnera le coût de la construction d'une autre usine sur leur compte de taxes. Mais plus que ça, si les sources d'eau sont contaminées ou altérées, alors le traitement va coûter plus cher. Et ça se calcule, ça. De notre côté, de la gestion, service du traitement de l'eau, les coûts qui sont reliés au service de l'eau, c'est sûr qu'on a un impact majeur sur la consommation des produits chimiques. Donc, plus on produit, plus le débit augmente, donc les produits chimiques sont proportionnels, donc les coûts augmentent également. On n'est pas à l'abri non plus des intempéries. Des grosses pluies ou des périodes d'inondation vont nous faire de l'eau au trouble avec des hautes turbidités. Donc, l'impact de Dame Nature a un impact aussi sur notre coût. L'autre aspect à ne pas négliger, c'est la consommation électrique. À chaque fois qu'on a du pompage qu'on doit faire, bien, il y a un coût associé à ça. Le réseau de Sainte-Foy prend son eau au niveau du fleuve Saint-Laurent. Puis, dans le fond, le fleuve Saint-Laurent est à l'élévation de la mer, est à l'élévation 0. Puis, quand on veut distribuer l'eau dans Sainte-Foy, dans le Québec, il faut pomper 3 fois l'eau pour arriver à une élévation à peu près 150 mètres. Là, par exemple, la Haute-Ville est à l'élévation 100 mètres. C'est que pour être capable de distribuer l'eau à Haute-Ville, il faut monter la pression jusqu'à 150 mètres. À l'inverse, le réseau de Québec, c'est le lac Saint-Charles. Il est déjà à l'élévation 150 mètres gravitairement. Ça se comprend que l'eau de Québec n'a pas besoin d'être pompée pour être distribuée. Donc, l'eau de Québec coûte moins cher que l'eau de Sainte-Foy. Lorsque le lac Saint-Charles est à des niveaux critiques, puis on a un manque de ressources, c'est sûr qu'on va s'aider avec nos eaux d'usine pour faire un transfert d'eau. On a des conduites maîtresses qui transfèrent de l'eau de l'usine de Sainte-Foy vers Québec. Donc, on va diminuer la production de notre usine ici, l'usine de Québec, pour prendre moins d'eau du lac Saint-Charles puis en préserver une longévité. À ce moment-là, il y a un impact sur le coût parce qu'à Sainte-Foy, on doit pomper l'eau pour être en mesure de l'acheminer à l'usine. C'est du pompage haute pression. Mais il y a un coût à l'utilisation de l'eau au prélèvement. Mais il y a aussi un coût environnemental parce que plus on prélève d'eau, moins les niveaux des souterrains vont être élevés. Donc, on va avoir un assèchement de certains aquifères dans certains endroits lorsqu'on utilise beaucoup d'eau. Alors, il y a le coût à l'utilisation de l'eau environnementale et énergétique. Et ensuite, il y a les coûts à traiter ces eaux-là. C'est des coûts d'infrastructure, des coûts de traitement, des coûts d'opération, d'entretien, de mise à niveau. Et ensuite, il y a la distribution. Parce que vous savez que vous avez autant de conduites de réseaux d'eau potable qu'il y a des rues dans une municipalité. Donc, on ne les voit pas, ils sont souterrains, mais ils vieillissent aussi, ils se détériorent, il faut les remplacer. Ce qui va générer les bris des fuites, souvent, ça va être le refroidissement de l'eau dans les réseaux. De ce temps-ci, on n'est encore pas pire, la consommation reste basse, mais c'est sûr qu'au mois de décembre, au mois de janvier, l'eau va refroidir, elle va passer de 20 degrés à l'été, à peu près 4 degrés à l'hiver. Ça, ce refroidissement-là, ça fait contracter des conduites, ça génère des tensions dans les conduites, puis c'est ce qui génère beaucoup de bris et de fuites. Il y a aussi l'âge des réseaux, naturellement. Là, plus la conduite est vieille, plus elle va briser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle souvent de l'acier d'avant-guerre, après-guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une différence de qualité. L'acier, à la Deuxième Guerre, je vous dis ça comme ça, mais à la Deuxième Guerre, tout l'acier de qualité est allé à la guerre. Après ça, les tuyaux dans l'acier ont été beaucoup de moins bonne qualité. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec les tuyaux qui ont été installés après la Deuxième Guerre. Puis ces tuyaux-là, souvent, l'acier, avec le froid, va devenir plus fragile. Puis ça va générer plus de bris de fuite. Et là, on parle uniquement d'eau potable. Mais vous savez qu'une fois on consomme l'eau, les eaux rejetées doivent être aussi gérées. Donc, ils s'en vont à une autre usine de traitement qui va traiter l'eau jusqu'à la mesure possible pour ensuite la rejeter dans un milieu récepteur qui peut être une rivière ou le fleuve. Donc, c'est tout un cycle parce que cette même eau qui va être rejetée dans la rivière après le traitement des eaux usées va alimenter éventuellement une municipalité en aval de la rivière.
qui va devoir traiter l'eau davantage parce que la municipalité en amont, elle a pollué. Donc, avant de traiter l'eau par des infrastructures de traitement, on doit gérer les contaminants à la source. Donc, c'est important parce que si on réduit la quantité de contaminants dans les rivières et dans les lacs qui servent de source d'eau potable, on va également réduire éventuellement les coûts de traitement et à la fin de la journée, on va avoir la possibilité d'avoir une eau de meilleure qualité pour les consommateurs. Notre rôle à la Ville de Québec, c'est de fournir de l'eau en quantité et en qualité. C'est sûr qu'on a besoin de la population en partenariat avec nous pour préserver cette ressource-là, qui n'est pas à l'infini. Donc, c'est sûr qu'en période de haute température, en période d'étiage, de canicule, l'arrosage des gazons a un impact majeur sur notre production. Comme je le disais un peu plus tôt, l'arrosage, cette année, nous a vraiment causé des problématiques suite à l'avis de restriction qu'on a émise à la mi-juin pour environ une période de 2 semaines. Notre production a chuté drastiquement de 35 %. Donc, ça a vraiment un impact sur la préservation de l'eau, la ressource, mais aussi de façon monétaire. Là. Il y a de l'explosion démographique un petit peu partout. Les réseaux dont tu parlais d'aqueducs et d'installations existent pour la plupart depuis longtemps déjà. Puis avec les populations qui augmentent, les demandes sont plus grandes. C'est quoi les installations dont on va avoir de besoin éventuellement pour se fournir en eau si on ne change pas? J'oserais reformuler, Francis, ta question, parce que pour moi, la solution, c'est l'économie d'eau, encore une fois. Okay. Pour moi, là, je prends le pari qu'en faisant de l'économie d'eau, on n'a pas besoin d'agrandir nos infrastructures. On va les reporter, ces investissements-là. Puis c'est là que c'est payant. Quand on disait qu'il y a des avantages d'économiser l'eau, oui, il y a la ressource, mais il y a aussi le point de vue économique. Si on réussit à repousser, voire annuler nos investissements en eau pour grandir, puis si on fait le pari que de dire, bien oui, peut-être qu'avec les changements climatiques, on a de plus en plus de pression sur nos ressources à l'été en période de canicule, on en manque. Avec l'accroissement démographique, comme tu as mentionné, mais en contrepartie, si on fait de l'économie d'eau, bien, on serait correct. Quand on a commencé nos activités d'économie d'eau potable en 2006, la Ville distribuait environ 102 millions de mètres cubes par année. Ça fait quoi? Ça fait 14 ans de ça. On a 55 000 personnes de plus. Maintenant, on distribue 85 millions de mètres cubes par année. Donc, une diminution de 17 millions de mètres cubes par année. C'est vraiment important. Qu'est-ce qui a généré cette diminution-là? Bien, c'est la recherche de fuite, c'est la réparation des tuyaux. Tous les équipements de plomberie consomment moins qu'à cette époque-là. C'est la sensibilisation. C'est beaucoup d'activités qui ont été faites à la Ville depuis les 15 dernières années, mais tout ça porte fruit. Maintenant qu'on a la population d'aujourd'hui avec cette consommation-là, la population, c'est certain qu'elle va augmenter. L'eau, la consommation devrait augmenter demain, ça se peut pas. C'est là qu'on va atteindre nos limites. Alors, il faut qu'on réussisse à stabiliser et à baisser notre consommation malgré l'augmentation de la population. C'est ça le défi. Parce que c'est assez simple, c'est démographique, ça se calcule, c'est mathématique. C'est quasiment pas compliqué. Ça se peut-tu des choses soient pas compliquées, ça arrive encore. Il faut savoir qu'il y a le fonds Éco-IGA qui existe, par exemple, qui offre des fois dans certaines municipalités des barils de récupération d'eau de pluie. Alors, quand on parle d'arrosage extérieur, tout ce qui est l'usage extérieur, des fois, là, ça peut augmenter de 50 % la consommation pendant l'été. Est-ce qu'on a besoin d'eau potable pour ça? Non. Une autre solution qui existe, mais c'est aussi, quand je parlais des fameux équipements WaterSense, il y a des programmes aussi qui existent avec Hydro-Québec pour que les citoyens aient des trousses d'économie d'eau et d'énergie. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de l'eau à Québec? Bien, une prise de conscience. Puis ce que j'espère, c'est compliqué parce que le coût pour, sécuriser les sources d'eau au Québec, il va y avoir un coût énorme à ça. Et donc, j'espère que ceux et celles qui gouvernent le gouvernement fédéral et l'État québécois, ils seront moins politiques et plus planificateurs, qui penseront plus à long terme parce qu'il va falloir planifier des investissements pendant 20 ans, 25 ans, je suis convaincu. J'ai des jeunes enfants, j'ai envie de leur laisser une planète en bonne santé à cette génération, à celles qui suivront. C'est notre milieu de vie, en fait, c'est vraiment ça.
J'ai jamais été très à l'aise avec le terme environnement, par exemple. Je trouve ça très froid, je trouve que ça nous met à l'extérieur. Puis je me disais, mais en fait, c'est juste, on est censé protéger notre maison. C'est comme si à l'intérieur de notre maison, on faisait n'importe quoi, on scrapait tout, on inondait une pièce, puis qu'on faisait rien et qu'on regardait ça. Donc c'était l'envie d'agir de façon immédiate sur l'endroit où on vit tous, en fait. Je pense que le message passe de mieux en mieux parce que, justement, on est plus conscientisé, on a des meilleures études, des meilleures démonstrations scientifiques. Il y a beaucoup de monde qui sont impliqués de plus en plus là, dans ces actions-là. Et puis, on a eu un gros coup de pouce aussi du maire Labaume dans les dernières années qui a vraiment porté là, le dossier. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés. Alors, c'est ce que je souhaite qu'ils vont retenir. Ils vont retenir l'importance puis comment on travaille à vouloir protéger cette source-là. Elle leur appartient. Premièrement, ça appartient à tout le monde. Hein? Alors, c'est leur ressource, c'est leur milieu naturel, c'est l'objet de leur loisir. On dit souvent qu'on n'hérite pas de la terre de nos grands-parents, on l'emprunte à nos enfants. Je pense que si les gens sont peut-être pas rendus à faire l'effort pour eux-mêmes ou n'y croient pas encore, déjà qu'ils écoutent, c'est déjà beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'ils le fassent pour les générations à venir. L'eau, au Québec, c'est un patrimoine commun, c'est un bien commun, et pour aucune raison, je pense que personne ne devrait en être privé, et notamment nos enfants. Mélanie, c'est déjà le dernier droit de cette saison 2 de Autrement. On a couvert différents aspects. Nos invités d'aujourd'hui étaient éloquents. Ils venaient bien compléter ce qui a été présenté durant la saison. Au final, on comprend que pour réduire les coûts, la meilleure solution sera toujours la réduction à la source. Et puisque c'est la fin, j'aimerais, Mélanie, t'entendre résumer cette deuxième saison d'Autrement. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus important dans tout ce processus-là? C'était surtout de réunir tous ces acteurs-là puis de pouvoir montrer qu'il y a énormément de monde en arrière de notre qualité. Il y a comme il n'y a pas un organisme, mais il y a une multitude d'organismes. Il y a des municipalités, il y a le gouvernement, il y a les citoyens, il y a les organismes, les OBV. Donc, il y a énormément de monde qui travaille pour protéger cette ressource-là, puis qu'il y a une complexité, qu'on connaît beaucoup les solutions, mais qu'on doit se donner des objectifs clairs pour arriver à la protéger. Je sais que tu nages depuis des années dans cet environnement-là, tu côtoies une certaine élite scientifique, et personnellement, je me considère vraiment comme le citoyen moyen qui avait vraiment tout à apprendre pour la protection d'eau. Il y avait bien des fausses idées que j'avais ou des méconnaissances qui ont été éclairées via cette saison-là. Et si personnellement j'avais un désir, c'est que mes comparables qui nous regardent à la maison cherchent à mieux comprendre aussi les enjeux auxquels on s'expose, les objectifs qu'on doit se fixer, puis qu'on embarque, qu'on arrête d'être une partie du problème et qu'on fasse le pas vers devenir un élément de la solution. Bien, c'était vraiment ça l'objectif de l'émission de cette année. C'était de trouver des solutions puis de les proposer aux citoyens. Mais en fait, on était beaucoup sur l'aspect justement des grands thèmes. Donc, sur chaque grand thème, on a proposé des solutions. Éventuellement, on pourrait avoir aussi des émissions directement sur le terrain avec le citoyen. Oui, puis là, tu ouvres une porte, hein, parce que là, on vient de terminer la deuxième saison. Mais la sensibilisation est loin d'être terminée. Il reste beaucoup d'aspects qu'on pourrait aborder. Si, brièvement, là, on rêvait d'une prochaine saison d'Autrement, quels seraient les aspects qui n'ont peut-être pas encore été assez couverts et qui méritent d'avoir notre attention? On parlait beaucoup de changements climatiques à travers l'émission, mais il y a aussi les changements globaux. Les changements globaux, c'est quelque chose qui va venir, on va entendre de plus en plus parler. Les espèces envahissantes, on a fait beaucoup de marchés à l'international, on a fait beaucoup d'échanges. Puis on s'est ramassé avec des espèces d'animaux, d'insectes, des plantes qui se sont implantées ici puis qui viennent comme causer des problèmes. Donc, tout ça, tous ces sujets-là, plus d'autres, là, comme comment on fait pour restaurer une rive, comment on fait pour se mobiliser quand il y a des cyanobactéries dans notre lac, comment on les reconnaît, les cyanobactéries. Il y a beaucoup de sujets terre à terre qu'on pourrait encore parler. Et éventuellement, mon rêve, c'est d'aller à l'international, montrer ce qui se fait de mieux partout dans le monde.
Mélanie, en terminant, je tiens à te remercier énormément pour ta participation à cette émission-là. Marie-André aussi, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a travaillé fort à l'élaboration du contenu. Et toi particulièrement pour avoir accepté de participer avec nous à chacun des épisodes. Tu étais là, tu étais présente. Je voulais te dire merci. Bien, merci à vous, là, parce que c'est une superbe visibilité. Là. On ne se le cachera pas pour nous comme organisme. Et aussi pour la communauté qui travaille en eau. C'est une belle visibilité d'expliquer tout ce qui se fait puis qu'il y a énormément de monde qui travaille en arrière de ça pour s'assurer qu'il y ait une autre qualité. Donc, on remercie pour cette belle visibilité-là. Tant que vous allez être passionné, on va embarquer dans vos projets, soyez-en certaines. Mais merci. Merci beaucoup.